Bonjour et bienvenue dans ce webinaire « Les politiques de l'Union européenne pour la formation professionnelle, comprendre pour se projeter ». Centre Info, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, a souhaité présenter une série de webinaires dédiés à la formation professionnelle en Europe. Nous nous étions retrouvés, pour ceux qui étaient présents, le 15 février autour du sujet de l'organisation de la formation dans les autres pays européens. Pour ceux qui n'étaient pas présents, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Centre Info. Et nous avions découvert à cette occasion les horizons élargis, toute la variété de la formation professionnelle à l'échelle des 27. Aujourd'hui, nous allons voir les horizons communs qui sont projetés à l'échelle des 27 pour voir plus loin. Et nous allons donc aborder les objectifs les plus récents que s'est fixé l'Union européenne dans le domaine de la formation pour répondre en particulier aux enjeux de transition des transformations écologiques et numériques. Nous allons découvrir les objectifs à court et moyen terme qui sont projetés aux horizons 2025 et 2030 et nous tenterons de comprendre comment ils s'inscrivent de façon opérationnelle. Je suis Vincent Joseph, chargé de mission Europe et internationale à Centre Info et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec deux de mes collègues, Césaire Régis Essis, chargé d'études, et Régis Roussel, responsable du département Région, Europe et Internationale. Et nous accueillons deux intervenantes que je remercie très chaleureusement pour leur participation. Lisa Rustico, qui est experte auprès du CDFOP au sein du Department for Ability and Skills, le département pour la formation, l'enseignement professionnel et les compétences, et Brigitte Bouquet, experte internationale sur les certifications au sein de France Compétences et qui devrait nous rejoindre tout à l'heure. Au programme, donc un premier temps dans lequel nous découvrirons le cadre et les politiques portées par l'Union européenne. Nous suivrons ensuite deux focus thématiques, l'un consacré à la mobilité des apprentis et des apprenants de l'EFP et un autre consacré à l'Europe des compétences et des certifications. Vous avez un espace chat qui est accessible par un bouton en haut à droite de votre écran Webikeo. Nous vous invitons à poser vos questions, faire part de vos témoignages et nous consacrerons un temps à la fin du webinaire pour échanger, tenter de répondre à vos questions. Un support d'animation est proposé en téléchargement, ainsi qu'un support documentaire qui vous propose des ressources complémentaires. Quelques mots sur le cadre de l'activité de Centre Info en lien avec l'expertise européenne. Centre Info est partenaire du CDFOP dans le cadre d'un réseau d'expertise pour la formation professionnelle, Refernet. Nous sommes également membres du réseau Euroguidance dédié à la promotion de la mobilité dans l'Union européenne. Et enfin, nous participons aux activités de l'agenda européen pour la formation des adultes qui sont coordonnées en France par l'agence Europe Éducation, Erasmus+, Europe Éducation, Erasmus+, Éducation, Formation France. Un premier temps pour aborder ensemble la construction progressive d'objectifs dans le domaine des politiques de formation. Et je passe la parole à Césaire Régis Essis pour cette mise en perspective. Alors, bonjour. Pour situer le contexte dans lequel l'Union européenne pousse les 27 à agir, peut-être faut-il rappeler qu'en la matière, l'Union européenne n'a pas les compétences, mais que les compétences reposent entre les mains des États. Alors, on avance dans ce domaine-là par le biais de conclusions du Conseil qui ne sont pas juridiquement liantes pour les États, mais qui font état de la volonté en fait des États de collaborer dans tel ou tel domaine. Et donc, il se pose la question de la nécessité pour l'Union européenne d'intervenir dans un domaine, j'ose le mot, quasi régalien, qu'est l'éducation et la formation. Quel est l'intérêt finalement pour l'Union européenne et quelle est la raison
pour laquelle l'Union européenne déploie autant de stratégies dans ce domaine-là. On le voit, il y a de nombreuses interactions entre cette politique-là, donc de l'éducation et de la formation, et d'autres politiques qui sont déjà communautarisées au niveau de l'Union européenne. Je pense à la cohésion, je pense à la recherche, je pense à la politique en lien avec l'emploi. Et donc, cette interaction-là pousse l'Union européenne à agir. Un deuxième point qui peut qui peut être la source, pardon, de l'intérêt de l'Union européenne à agir dans ce domaine-là, c'est le lien qu'il y a entre la notion de libre circulation des individus qui pose nécessairement la question donc, du libre accès à l'éducation et à la formation et donc de la reconnaissance des diplômes qui sont décernés au niveau des différents États. Et donc, cet état de fait-là pousse aussi l'Union européenne à agir dans ce domaine-là. Et donc, la question, justement, de la reconnaissance des diplômes mutuels au sein des 27 États de l'Union européenne va pousser à partir de 99. On peut aller à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Merci. Alors, donc, le défi, justement, donc, de cette reconnaissance mutuelle qui est le gage, finalement, de la possibilité pour les individus de pouvoir circuler, se mouvoir au sein de l'Union, va pousser donc les États à instaurer un processus, le processus de Bologne, à partir de 1999. Et l'objectif, c'est bien entendu d'instaurer des cadres communs qui permettent la lisibilité et qui facilitent la mobilité des apprenants et la reconnaissance en fait des diplômes au sein de l'Union européenne. Ce processus-là va finir par enfanter ce qu'on a appelé le système LMD, donc licence, master et doctorat, et également le crédit européen. Et il faut dire que c'est un processus qui va essaimer au-delà des frontières européennes, puisque c'est à ce processus-là que sont référés des pays africains tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, pour instaurer une réforme au niveau universitaire. Et puis, en 2002, on passe au processus de Copenhague. Donc, le processus de Copenhague vise à capitaliser l'expérience menée avec le processus de Bologne, mais dans le champ de la formation professionnelle. L'objectif, c'est de renforcer la coopération dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle au niveau des différents États. Et donc, plusieurs étapes, plusieurs jalons vont suivre. Le communiqué de Bruges en 2010. En 2015, il y a les conclusions de Riga qui, tous deux, vont fixer des objectifs dans l'enseignement et la formation professionnelle à atteindre à partir de 2020. Et pour finir, on va atterrir à la déclaration d'Osnabrück, qui également a fait état de la volonté pour les chefs de gouvernement de l'Union européenne d'investir dans l'enseignement et la formation professionnelle parce que pour eux, c'était le gage d'un alignement des compétences des individus sur les besoins du marché. Voilà en gros un peu le cadre qui nous porte jusqu'à aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup, Régis, pour cette mise en perspective historique. Alors, on va s'attarder sur les objectifs énoncés par ces nouveaux cadres stratégiques, dont la déclaration d'Osnabrück. Et vous pouvez voir à l'écran qu'ils sont formulés de manière assez large. On a des cadres tels que la qualité, l'excellence, le développement d'une culture de la formation continue, la soutenabilité, sustainability, donc on a aussi un jargon français traduit de l'anglais dans ce cadre d'objectifs européens, et également la construction d'un espace européen de l'éducation et de la formation. Nous allons revenir sur quelques-uns de ces points. On va tout d'abord s'intéresser à la façon dont ces objectifs s'inscrivent et se traduisent. Par exemple, les objectifs chiffrés énoncent des ambitions fortes pour la formation professionnelle et la formation des adultes. Aujourd'hui, on a environ 38% des Européens qui se forment chaque année.
l'Union européenne souhaite atteindre le chiffre de 60% de la population européenne adulte, se formant chaque année avec une première étape de 50% d'ici 3 ans, d'ici 2025. Et cette ambition est chiffrée par la Commission européenne à un effort supplémentaire d'environ 48 milliards d'euros, par exemple, de dépenses publiques et privées. Donc, on a une volonté très forte de développer la formation continue et la formation des adultes. Comment ces objectifs, avec des chiffres de planification d'objectifs, se traduisent-ils en pratique? Ils vont influer les politiques et les réformes faites par chacun des États en donnant des grandes orientations, également à travers le suivi de ces objectifs. C'est-à-dire que la France, comme les autres pays européens, rend compte chaque année, à travers différents travaux, de ces avancements sur les objectifs qui ont été fixés au niveau des 27. Il y a également des mécanismes de coordination et d'apprentissage mutuel, puisque évidemment, il y a toute une richesse de dispositifs et de stratégies de politique à l'échelle des 27. Bien entendu, ces objectifs se traduisent également par des programmes et des financements, de subventions, mais également de prêts et d'appui aux réformes structurelles. Et enfin, à travers des réalisations et des outils pratiques, j'en citerai 4. Le cadre européen des certifications, qui permet de comparer les niveaux de certification d'un pays à l'autre. Le Skills Panorama, qui est un outil développé par le CDFOP sur l'anticipation des besoins en compétences et des évolutions du marché du travail. Et puis des plateformes telles que EPAL pour les professionnels pour permettre d'échanger entre praticiens d'un pays à l'autre, et Europass qui est là destiné aux citoyens pour promouvoir leurs compétences, accéder à des offres de formation et d'emploi à l'étranger, faciliter donc la mobilité à l'échelle européenne. Quelques zooms sur les instruments financiers. Ils sont nombreux. Il y a le Fonds européen d'ajustement pour la mondialisation. Il y a bien évidemment le nouveau pacte pour la relance et la résilience, l'acceptation par les États européens de mutualiser des emprunts, dont toute une partie est dédiée et fléchée sur la formation professionnelle. Pour le plan France Relance, par exemple, il s'agit de 40 milliards d'euros de financement européen sur les 100 milliards du plan. Et je ferai un zoom sur les 2 principaux instruments de financement pour les acteurs de la formation professionnelle. Erasmus+, en 2021-2027, voit quasiment son budget doublé pour l'ensemble des pays européens, avec une priorité à l'inclusion sociale et à l'accès à la mobilité de nouveaux publics. Pour ce qui concerne les apprenants et les élèves de la voie professionnelle, cela fait partie des priorités dans les financements de mobilité par le programme Erasmus+, et ils auront également, autre nouveauté, accès à des stages hors Europe. La transition écologique est également, bien entendu, présente dans ce nouvel appel à proposition, dans les nouveaux appels à proposition Erasmus+. Nous y reviendrons. Le FSE+ 2021-2027 correspond à la nouvelle programmation du Fonds social européen qui inclut également 4 précédents fonds, dont le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le programme Emploi et Innovation sociale EASY et l'initiative pour l'emploi des jeunes. Les négociations sur le budget ont un petit peu tardé, ce qui fait que les premiers appels à proposition pour la France pour la période 2021-2023 devraient être publiés incessamment sous peu avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Ma démarche FSE+, qui accompagnera les porteurs de projets. Autre élément pour éclairer la stratégie européenne pour les compétences, la Commission a son propre agenda qui s'articule avec les cadres politiques qui nous ont été précédemment présentés, le pilier européen des droits sociaux, la déclaration d'Osnabrück. Et la Commission souhaite faire avancer un certain nombre de sujets.
Je ne les développerai pas tous ici. Nous allons nous arrêter tout de suite sur la question de la transition écologique et numérique. Et nous reviendrons plus tard avec Brigitte Bouquet sur la construction d'un espace européen de la formation avec les initiatives qui sont encadrées en bas à droite de l'écran. Pour conclure, un éclairage sur la façon dont les enjeux de transition écologique et numérique s'inscrivent dans ces stratégies. Je dois avouer que le sujet est particulièrement complexe. L'Union européenne porte des stratégies sectorielles, des stratégies transversales sur ce sujet-là, qui s'articulent à l'ensemble des cadres politiques que l'on a vus. Et donc, on a des documents, des présentations qui font référence à tout un ensemble d'objectifs et de cadres stratégiques. Ce que l'on peut retenir, c'est que dans l'action de l'Union européenne sur ses priorités, il va y avoir la prise en compte de besoins en termes d'anticipation des compétences et de projection à l'horizon 2030. Ce travail est en particulier réalisé par le CDFOP à travers différents outils qui sont accessibles en ligne. Le Skills Panorama et le Skills Forecast présentent par exemple les projections qui sont faits sur 2,5 millions environ d'emplois nouveaux d'ici 2030, des métiers qui vont disparaître également, et puis des métiers qui vont se verdir et dont les compétences pour les exercer vont se transformer. L'Union européenne intervient également à travers la production de référentiels, de cadres communs de repérage sur les green skills, les compétences vertes, qui sont à la fois transversales et puis également des compétences spécifiques à ces nouveaux métiers en lien avec l'écologie ou également les nouveaux métiers numériques sur la thématique de la transition numérique. L'Union européenne intervient en soutien du développement professionnel des enseignants et des formateurs sur ces sujets à travers le soutien de nouvelles approches pédagogiques d'environnement d'apprentissage liées à l'écologisation, par exemple, des apprentissages. Donc, une intervention transversale et également des interventions sectorielles. Je citerai comme exemple le Pact for Skills, le pacte pour les compétences, qui est une initiative portée par la Commission européenne pour inviter les acteurs d'écosystèmes industriels à coopérer, à développer des coopérations transnationales publiques, privées, et par exemple, la construction automobile, la microélectronique, l'industrie de l'aérospatiale et de la défense ont déjà avancé ces travaux au niveau européen avec des engagements concrets pris par les partenaires sociaux et les acteurs économiques sur le développement de compétences. Enfin, et bien évidemment, ces priorités à la transition écologique et numérique s'inscrivent dans les programmes Erasmus+ et FSE+, et donc sont des priorités soutenues par ces financements européens. Vous voyez donc que les sujets sont complexes, enchevêtrés dans ces différentes stratégies. On va maintenant se focaliser sur la thématique, un premier focus thématique consacré à la mobilité européenne des apprentis. C'est une priorité au niveau européen avec un objectif qui est annoncé pour 2025, 8% des apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle en mobilité. C'est très ambitieux. On sait qu'aujourd'hui, le nombre d'apprentis en mobilité est relativement réduit. Et pour ceux qui avaient suivi le premier webinaire, on avait fait le constat de la très grande diversité des systèmes d'apprentissage d'un pays à l'autre. Cet état de fait pose le paysage particulièrement compliqué du développement de la mobilité des apprentis.
nous n'avons pas d'harmonisation des droits sociaux sur les statuts des apprentis et cela nécessite donc un fort soutien politique de l'Union européenne. Quel est ce soutien et quelle est l'intervention de l'Union européenne pour développer un cadre favorable à la mobilité des apprentis? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Régis Roussel et Lisa Rustico. Et je passe la parole à Régis. Merci Vincent pour cette introduction et ces propos qui amènent en effet le sujet de la mobilité européenne dans le cadre d'un cursus de formation, un sujet porté bien entendu par l'Union européenne, mais comme vous le savez également un sujet qui est une part entière de la présidence française de l'Union européenne. Une conférence et des débats ont déjà eu lieu en janvier dernier et des nouveaux éléments ont été apportés et on pourra le voir en conclusion de cette présidence française en juin prochain. Je vais en effet maintenant échanger avec Lisa sur cette étude portée par le CEDEFOP, puisque la mobilité en formation, tout le monde en a entendu parler, ne serait-ce qu'à travers le programme Erasmus+, une mobilité qui très souvent est ce qu'on appelle une mobilité courte, donc de quelques jours ou quelques semaines, mais un autre sujet est arrivé dans l'air du temps, à savoir la mobilité longue. La mobilité longue est porté par un ancien sénateur français, même si c'est aujourd'hui un sujet européen, un ancien sénateur français, Jean Arthuis, et qui, cette mobilité longue, suscite énormément de questions, et notamment sur comment la mettre en place et comment ça fonctionne. On va dire des freins ont pu être constatés dans un premier temps et c'est pour cela que le CEDEFOP, dans le champ de ses compétences, a décidé de porter une étude sur cette thématique des freins ou obstacles à la mobilité. Je vais donc poser cette première question à Lisa. Encore une fois, merci d'être présent, mais déjà, dans un premier temps, pouvez-vous nous restituer le contexte de cette étude, pourquoi l'avoir définie et comment a-t-elle pu être menée? Oui, merci. Bonjour Régis, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Merci. Bonjour à tout le monde. Le CEDEFOP, en effet, a réalisé une étude avec le soutien technique de ICF et des experts nationaux pour des pays sélectionnés, parmi lesquels les experts de Centre Info pour la France, que je remercie encore une fois pour cette étude. En 2020 et 2021, l'étude portait sur la mobilité longue des apprentis et ses freins, comme tu viens de dire. L'objectif était d'examiner l'état des lieux de la mobilité de longue durée que nous avons définie comme une mobilité de 6 mois et plus. Identifier les obstacles à son adoption, collecter des bonnes pratiques et discuter les conditions nécessaires et les actions qui pourraient favoriser sa mise en œuvre. Une recherche en profondeur a été faite dans 6 pays, dont la France, et puis l'Autriche, Danemark, Hongrie, Irlande et Pays-Bas, et sur 3 projets, dont 2 engagés la France, Apprentices in Motion, Europe et Travel to Farm. Des discussions avaient été organisées aussi avec les partenaires sociaux au niveau européen, sectoriel et intrasectoriel pour comprendre si et comment les partenaires sociaux s'engagent avec des politiques de mobilité longue pour des apprentis et comment renforcer leur engagement. Ici, vous voyez 2 des publications liées à cette étude. La première, c'est un guiding paper, ce qu'on appelle un guiding paper, ça veut dire qu'il présente des recommandations, des conseils pour les décideurs politiques au niveau national. Et la deuxième, par contre, présente les résultats complets de l'étude et aussi les cas pays, les études pays. Et vous trouverez aussi l'étude française. Merci. Donc, en effet, ces ressources, on les retrouvera dans un document récapitulatif que vous allez pouvoir trouver en bas de cet écran notamment. Mais cette question donc, de la mobilité, en effet, la mobilité longue, on sait que certains pays sont intéressés pour cette mise en place. On sait également qu'il y a déjà des freins pour des mobilités courtes. Est-ce que vous pouvez maintenant nous indiquer quels sont ces obstacles et
notamment dans ces 6 pays qui ont fait l'objet d'études. Qu'est-ce qui a été mis en avant et qu'est-ce qui peut freiner une mobilité longue dans le cadre d'un cursus de formation? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais commencer ici par une observation très simple. Quand on parle des mobilités des apprentis, ça ne signifie pas seulement passer une période de formation dans une école à l'étranger, mais bien évidemment leur trouver une formation dans une entreprise dans un pays différent. Et par ailleurs, les entreprises formatrices dans le pays d'origine doivent être en accord avec le départ de leurs apprentis. Et ça, déjà, fait la mobilité des apprentis plus compliquée et défiante de la mobilité des élèves qui n'étudient qu'à l'école, qu'en milieu scolaire, en particulier à cause de la relation entre l'apprenti et l'entreprise. Alors, les statistiques nous disent sans surprise que les étudiants en enseignement et formation professionnelle les plus mobiles sont ceux qui se trouvent dans un parcours en milieu scolaire, c'est-à-dire pas en alternance. Pas, par exemple, dans un apprentissage. En général, les apprentis aujourd'hui sont sous-représentés dans la mobilité des étudiants en formation professionnelle et la mobilité longue, je dis encore une fois 6 mois et plus, est rare. Et c'est plutôt choisi par des diplômés, par ceux qui ont terminé leur apprentissage. Alors, l'étude du CEDEFOP que je viens d'évoquer nous a montré quels sont les principaux défis de la mobilité longue. Je vais m'attarder ici et je vais les présenter en deux parts. Côté employeur et côté système de l'apprentissage. Alors, du côté des employeurs, premièrement, les employeurs ont peur du débauchage, ce qu'en anglais on appelle le poaching des apprentis par des autres entreprises. Et ils ont peur de la fuite des cerveaux. Parce que, de facto, les apprentis font partie de la main-d'œuvre de l'entreprise et les employeurs ont peur de les perdre pendant la mobilité et après la mobilité. Le deuxième défi pour les entreprises est la perte de capacité productive parce que la mobilité, on l'a pendant les études et les apprentis gagnent en productivité, surtout dans les dernières années de formation. Donc, la mobilité pour les employeurs qui envoient leurs apprentis à l'étranger implique un coût additionnel à la rétribution et les cotisations sociales. Troisièmement, à l'échelle des entreprises, les avantages ne sont pas clairs par rapport aux coûts. Et particulièrement pour les micro-entreprises et les PME, les avantages de la mobilité longue sont petits par rapport aux avantages, par exemple, de la mobilité courte, surtout quand les objectifs formatifs ne sont pas clairs ou ne peuvent pas être distingués de ceux qui pourraient être accomplis avec une mobilité courte de 2-3 semaines ou un mois. Un autre élément problématique est le manque de capacité administrative et de know-how, aussi bien que l'exposition limitée à l'internationalisation des PME et des micro-entreprises. En fait, les entreprises ont besoin de support organisationnel pour gérer les mobilités. Je vais être très pratique là pour identifier les candidats, pour gérer le logement, pour gérer la sécurité sociale, les permis de séjour et tout ça. Il y a aussi les défis au niveau du système de l'apprentissage, liés au fait que les contrats d'apprentissage sont trop différents à travers les pays. Tout d'abord, les employeurs qui décident de laisser partir un apprenti pourraient être préoccupés par la qualité et la comparabilité de l'expérience formative avec un entrepreneur à l'étranger, car le type, je vais le dire encore une fois, des formations sur le lieu de travail varie considérablement. Il y a des systèmes où la formation en apprentissage est bien organisée et structurée, et il y en a d'autres où les entreprises n'offrent qu'une expérience de travail. À ce sujet, il faut remarquer que traduire et communiquer les objectifs formatifs aux employeurs dans d'autres pays peut être difficile. Aussi, si on pense qu'il y a l'obstacle de la langue qui représente toujours un frein pour les apprentis, mais aussi pour les employeurs eux-mêmes. Et enfin, l'alignement des qualifications professionnelles n'est pas si avancé comme dans l'enseignement général ou l'enseignement supérieur, où déjà la mobilité a une tradition plus forte. Ensuite, il y a des différences dans le statut des apprentis dans les pays qui peut être employé ou élève.
Et ces différences mènent à une préoccupation pour la protection légale des apprentis dans des pays où ils n'ont pas le statut d'employé. Et d'ailleurs, les employeurs sont réticents à payer les coûts de la sécurisation sociale et les salaires quand les apprentis sont à l'étranger, surtout quand la rémunération et la productivité des apprentis sont déjà hautes. D'autre côté, pour les apprentis, être payé par une entreprise à l'étranger peut signifier une réduction significative de la rémunération s'il n'y a pas de moyens pour couvrir la différence. Un autre problème concerne quand organiser la mobilité longue. Je l'ai déjà évoqué, si les apprentis partent au début de leur apprentissage, c'est-à-dire quand ils ont 15 ou 16 ans, ils pourraient être trop jeunes pour une mobilité longue et leur famille pourrait n'être pas disponible à les laisser partir. D'autre côté, s'ils partent vers la fin de leur apprentissage, ils deviennent productifs pour l'entreprise et eux-mêmes pourraient être préoccupés pour leur examen final ou de maintenir leur niveau de rétribution. Alors, tous les défis nous conduisent à un message clair, c'est-à-dire que la mobilité des apprentis est une opportunité d'or, mais tout à fait simple pour les apprentis, pour l'entreprise et pour les parents. La mobilité longue des apprentis en particulier est une occasion qu'on appellerait diamant, c'est-à-dire c'est d'excellence, mais ce n'est pas pour tous les apprentis ni pour toutes les entreprises. Bon, merci Lisa. Donc on vient de voir la grande partie des obstacles et des freins. On en connaissait certains. La question de la rémunération, le fait que l'entreprise voit partir quand même un salarié et donc une réduction de ses effectifs. Je pense que le problème va être d'autant plus important et flagrant lorsqu'on va parler de mobilité longue. Il y a, comme vous l'avez indiqué, la difficulté également autour de ce cadre de référence. Est-ce que l'on peut évoquer également chez nous le cadre juridique? Comment encadrer cette mobilité longue et il y a énormément de questions qui se posent autour de la protection sociale, du maintien de la rémunération, de la différence de statut. Vous l'avez évoqué et en tout cas ça a été mis en avant à travers cette étude. Alors, face au constat de ces freins, j'imagine qu'une telle étude, c'est aussi l'objet de faire des propositions, des préconisations. Quels sont donc je veux dire, les défis à relever et quelles solutions éventuellement propose-t-on à travers cette étude pour aider et soutenir le développement de cette mobilité longue? Oui, tout à fait. L'étude nous a montré que la mobilité longue des apprentis n'est pas une priorité en Europe, ni parmi les autorités nationales, ni parmi les partenaires sociaux. Pourtant, même si elle n'est pas une exigence aujourd'hui ou si les obstacles sont trop grands à l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera jamais. Il faut être bien sûr conscient qu'il s'agit d'un investissement à long terme. Malgré cela, des petites étapes sont possibles et nécessaires dans le court terme au niveau national pour ouvrir cette possibilité à plusieurs apprentis. Alors, à condition que la mobilité longue devienne une priorité par les États membres, le CEDEFOP recommande une approche graduelle, incrémentale, à partir des efforts qui peuvent être faits pour engager et activer les centres de formation et les organisations intermédiaires qui sont à créer s'ils n'existent pas, et travailler afin qu'elles s'engagent dans des réseaux internationaux. Avec l'engagement de cet acteur, l'idée est de procéder, comme je viens de dire, étape à étape. Alors, premièrement, c'est important d'identifier et consolider les expériences positives, comme il y en a sans doute en France. Cela pourrait inclure la systématisation des projets pilotes ou des travaux des réseaux afin de les renforcer et les faire mieux fonctionner. C'est également important de documenter, comprendre et consolider les facteurs du succès et de les communiquer aux parties prenantes. Et enfin, des procédures qui sont déjà
en place pourraient être mises en place de manière systématique, formalisée et structurée pour les transférer à d'autres entreprises, secteurs ou métiers d'apprentissage. Et c'est à partir de cela que ça sera plus facile de piloter et de développer graduellement la mobilité des apprentis, peut-être avec des priorités bien identifiées et sélectionnées. Par exemple, est-ce qu'elle veut travailler sur la mobilité courte? Est-ce qu'elle veut travailler sur la mobilité longue? Est-ce qu'elle veut travailler pour quel public cible? Pour les apprentis ou pour les diplômés? Et dans quel secteur? Ceux qui ont déjà une tradition sur la mobilité ou ceux qui n'ont pas déjà une tradition? En même temps, par exemple, la mobilité courte, qui est déjà une réalité solide en Europe, pourrait être utilisée comme tremplin pour la mobilité longue. Alors, l'idée, c'est d'établir une bonne expérience de la mobilité à court terme, fournir des épreuves de ses avantages et puis passer au niveau suivant. La promotion, comme je dis, c'est aussi un élément très important. Dans le moyen et long terme, en revanche, plusieurs efforts sont nécessaires pour améliorer les compétences linguistiques des apprentis avant et pendant l'apprentissage et des entreprises. Mais aussi renforcer, comme vous venez d'évoquer, Régis, les mécanismes de reconnaissance des acquis formatifs avant et pendant la mobilité. Bien sûr, il ne faut pas oublier le soutien financier qui devrait être systématique et permanente, et cela impliquerait des interventions structurelles afin de, par exemple, exempter les employeurs du paiement de salaires ou des cotisations sociales et trouver des ressources pour couvrir ces coûts. Enfin, le CEDEFOP conseille une approche sectorielle à la politique de la mobilité des apprentis. On a des exemples dans l'étude. Une approche sectorielle avec le soutien des partenaires sociaux, nationaux et européens. Autrement dit, de traiter la mobilité longue des apprentis comme un objectif intégré à des stratégies sectorielles plus grandes par exemple, pour accroître l'attractivité des métiers du secteur ou sa relance en général. Ça pourrait faire également partie d'une stratégie visant à rendre l'apprentissage plus mobile en Europe à moyen et à long terme. C'est ça. Merci beaucoup pour ces différents éléments, Lisa. En effet, on voit qu'il y a encore une marge de manœuvre. Hein. On sait que notamment en France, des structures portent cette volonté de développer l'apprentissage à long terme. Je pense notamment à Euroapp Mobility, qui fait beaucoup pour porter cette politique et ce souhait de développer l'apprentissage. Bien entendu, il y a les agences Erasmus+, également, qui essaient d'accompagner, car je pense que c'est l'un des éléments clés, comme vous avez pu l'évoquer, c'est l'accompagnement et c'est la communication autour des possibilités de dépasser ces obstacles. Je vois que le temps passe, donc je vous remercie en tout cas très chaleureusement, Lisa, pour cette intervention, votre intervention en français qui a été parfaite. Merci, excusez-moi pour les fautes. Et donc, je rends la parole à Vincent pour la suite du programme. Alors, deuxième temps, nous allons nous intéresser à l'émergence possible d'un espace européen de la formation. L'espace européen de l'enseignement supérieur, HEA en anglais, est déjà bien présent, bien construit. Les États membres et l'Union européenne se sont mis d'accord sur des objectifs pour l'émergence d'un espace européen de l'éducation à l'horizon 2025, qui sera construit au travers de 6 dimensions qui apparaissent ici à l'écran. Nous n'allons pas les développer, mais ce sont encore une fois des grands cadres d'objectifs et de directions communes qui sont impulsés avec cette ambition de créer un espace européen de l'éducation à l'horizon 2025. Quid de la formation continue? Peut-on parler d'un prochain espace de la formation? À quoi pourrait-il ressembler? D'ores et déjà, on pourrait relever qu'il y a quelques briques qui existent, par exemple sur la plateforme Europass, qui offre une information sur l'offre de formation dans les autres pays.
On peut y trouver des offres d'emploi, des offres de formation, des offres de stage pour certains pays, par exemple pour l'Allemagne, pas pour la France, pour différentes raisons. Mais on a donc déjà cette première brique, l'information sur l'offre de formation existante à l'échelle européenne. Une prochaine brique possible pourrait être une recommandation sur le développement de comptes personnels de formation. Ce sujet est en cours de discussion à Bruxelles. La France est bien évidemment très avancée sur ce sujet avec notre compte personnel de formation. On verra ce qui ressort de ces discussions, mais en tout cas, l'idée serait d'inciter de façon non obligatoire les États membres à se doter d'instruments qui fournissent des crédits pour des crédits individuels pour la formation. L'Institut Jacques Delors a produit une étude que je trouve particulièrement intéressante et que je vous recommande sur l'émergence possible d'un compte personnel de formation européen, mais je dois préciser que l'on est bien là dans de la politique fiction, hein. On est sur des horizons tels que 2038, donc vraiment dans des scénarios où il est imaginé la possibilité d'avoir des droits portables et fongibles d'un pays à l'autre que l'on aurait acquis en France et que l'on pourrait utiliser dans un autre pays européen. Nous en sommes très très loin. Pour autant, cet espace européen de la formation qui reste à construire, à dessiner, pourrait aussi se fonder sur des sujets où là les acquis sont bien posés et développés, en particulier le sujet de l'Europe des certifications et des compétences. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Brigitte Bouquet, experte internationale auprès de France Compétences, et je repasse la parole à Régis Roussel. Merci Vincent. En effet, deuxième Zoom. Je précise, si besoin, que les Zooms que nous avons choisi de faire aujourd'hui reposent sur le fait que l'on ait énormément de questions, autant sur l'apprentissage que sur cette question des certifications, des compétences et notamment le premier sujet que je vais évoqué avec Brigitte Bouquet. Merci d'être présente en ligne. Premier sujet, c'est la question de la reconnaissance des certifications qui nous est sans cesse posée. Est-ce que un bac pro est équivalent à l'Abitur in Fachmaurer en Allemagne et de telles comparaisons, on en a régulièrement avec les diplômes équivalents que ce soit en Italie ou en Autriche. Où en est-on aujourd'hui de cette reconnaissance? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on entend parler d'équivalence? Donc, est-ce qu'on reste sur ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là, en tout cas, Brigitte? Ok, bonjour. C'est pas une question très facile, hein. La reconnaissance, d'abord, la reconnaissance, c'est un acte d'un État à un autre État. Donc effectivement, si un jour la France et l'Allemagne décident de passer un accord pour qu'il y ait une reconnaissance et une équivalence entre les diplômes, ce sera un acte d'État à d'État. Pour l'instant, on en est encore, c'est triste à dire, hein. Là je vais parler de la formation professionnelle, hein. Sur la formation professionnelle, on en est encore plutôt à des comparaisons, à des analyses des différentes composantes des certifications pour pouvoir donner sur le marché de l'emploi ou pour continuer des formations des autorisations. Donc on s'approche, effectivement on travaille, le cadre européen des certifications il est là pour ça, pour pouvoir permettre la comparabilité des certifications qui sont garanties par les États et pouvoir effectivement promouvoir la mobilité et éventuellement les poursuites d'études ou l'apprentissage. Donc on a un certain nombre d'instruments qui sont développés, en particulier, pour l'instant c'est pas vraiment publié, mais la Commission européenne travaille sur des instruments de comparaison de certification
qui ont des niveaux comparables d'un État à l'autre. Bon, pour l'instant, c'est pas publié, mais c'est assez prometteur. On a aussi un certain nombre de centres ENIC-NARIC, enfin ENIC ou NARIC, enfin ça dépend des États, qui sont en train de plus en plus de prendre en compte pour travailler sur le contenu des certifications. Déjà le fait qu'ils ne sont pas uniquement sur la partie académique, mais aussi sur toute la partie formation professionnelle et qui sont en train de prendre en compte tous les instruments qui sont développés actuellement pour travailler sur la comparabilité des certifications professionnelles. Merci pour ce premier point. En effet, vous avez évoqué le réseau ENIC-NARIC. Il y en a bien en France, situé à Sèvres notamment. Donc, les structures, que ce soit des entreprises ou des organismes de formation, peuvent s'adresser à cet organisme pour essayer de voir cette comparaison, déjà si elle existe, ou sinon comment essayer de voir cette équivalence. Alors, la comparaison, effectivement, c'est ENIC-NARIC va s'occuper des diplômes étrangers à la France et donc selon les pays, effectivement, il faut effectivement s'adresser au centre ENIC-NARIC du pays. Mais ce dont j'ai oublié de parler, qui est quand même quelque chose qui est un instrument qui rentre maintenant dans la facilitation de ces comparaisons de certification, c'est surtout le fait que beaucoup d'États membres travaillent selon des descripteurs, qui sont des descripteurs aussi pouvoir utiliser parce qu'ils sont publics et ils sont publics dans les différents États membres et ils se rapprochent beaucoup des descripteurs du cadre européen des certifications. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant de plus en plus l'approche en résultat d'apprentissage avec des documents, des terminologies. Alors là, je fais la publicité pour le CEDEFOP qui a déjà parlé, mais avec une espèce de terminologie qui est tenue à jour par le CEDEFOP. Et là, effectivement, on a, disons, des premières briques qui sont utilisées pour une meilleure compréhension des certifications. Merci. Donc, deuxième sujet que l'on va évoquer, César Régis l'a évoqué en début de ce webinaire, à travers les processus de Bologne et de Copenhague, cette question du découpage des certifications en blocs de compétences, en unités de compétences. César Régis a évoqué le LMD, les ECTS, donc ces crédits de formation. On a également souhaité, au niveau de l'Europe, mettre en place une équivalence de ce découpage pour les certifications professionnelles. C'est le terme là, ou en tout cas le sigle ECVET qui est repris. On en parle depuis très longtemps. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Où sont ces ECVET? Peut-on s'appuyer sur eux pour faciliter, je le rappelle toujours, cette comparaison, comparabilité, équivalence ou mobilité tout simplement, avec une reconnaissance des résultats d'apprentissage. Où en est-on aujourd'hui avec ces ECVET? Alors, ECVET, c'est contrasté. C'est assez contrasté. On ne peut pas dire qu'en France, c'était un franc succès et qu'on est vraiment des fans de ce système. On a eu le texte sur le ECVET dans le bac professionnel. Les Français ne sont pas vraiment friands de cet instrument qui d'ailleurs ne fait plus l'objet d'un texte communautaire qui lui est consacré. La Commission s'est aperçue effectivement que les États l'appréciaient de diverses manières. Donc, c'est un peu laissé maintenant au bon vouloir des États membres d'utiliser ECVET ou pas. Sachant qu'effectivement, on s'est aperçu au fil du temps que processus de Copenhague, processus de Bologne, c'était pas forcément tout à fait la même chose. Pour la formation professionnelle, la Commission a essayé de copier un certain nombre de recettes, enfin d'instruments qui étaient utilisés dans le cadre du processus de Bologne, donc ECVET, CTS. La Commission a proposé que soit tenu, comme pour l'enseignement supérieur, un registre pour la formation professionnelle, au niveau européen, l'équivalent des corps, ça n'a pas pris.
Bon, pour autant, on peut toujours l'utiliser, pour autant, il y a toujours des pays dans lesquels on est en train de le mettre en place, ou tout au moins d'en parler. Et il y a des projets Erasmus+, qui continuent effectivement à travailler sur ECVET, mais pour autant, je ne peux pas dire que ce soit une spécialité française. Mais si on veut effectivement travailler sur l'international, utiliser ce type d'instrument peut être un facteur pour se faire connaître. Mais en France, bon, on n'est pas les rois, quoi. Je me répète. Merci pour ces précisions et en tout cas cette clarté, parce qu'en effet, on parle d'ECVET, on parle bien d'unité d'enseignement dans le cadre des certifications professionnelles. Oui. Un dernier point peut-être à évoquer au cours de cet échange. On a parlé des certifications, on parle des blocs de compétences. Où en est-on aujourd'hui en matière de reconnaissance des compétences? Parce que c'est vrai qu'on parlait au départ des politiques européennes, des diplômes, des certifications, on en parle toujours, vous l'avez évoqué avec le cadre européen des certifications, on évoque de plus en plus et on parle de plus en plus des compétences, ce qui est le cas également en France, hein, avec cette approche par les compétences. Où en est-on aujourd'hui dans cette reconnaissance des compétences? Vincent a évoqué ou a posé la question, en tout cas tout à l'heure, de l'avenir et de la prospective. On entend parler, je vais prendre le terme anglais là, des micro-credentials, donc voilà, avec une approche nouvelle et distincte en France. Où en est-on sur tous ces points de l'approche par les compétences et ce regard sur l'avenir? Alors, l'approche par les compétences, hein, il y a effectivement ce qui a été bien décrit par l'intervenant précédent sur l'avenir, c'est effectivement d'avoir que les personnes aient un portfolio qui puisse, disons, communiquer via Europass, que ce soit pour le monde de l'emploi ou pour le monde de la formation. C'est un avenir, enfin, on travaille là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, à mon avis, c'est que la tendance actuellement est à la modularisation. On a beaucoup parlé de modularisation et de la modularisation de manière un petit peu structurée des compétences. C'est-à-dire que on est parti d'une approche qui était très holistique pour arriver, et tout ça c'est en devenir effectivement, à essayer de répondre mieux, surtout en ce qui concerne la formation professionnelle au marché de l'emploi, et donc à pouvoir fonctionner sur des unités. Alors ces unités qui feraient l'objet d'une évaluation. Nous, en France, on a nos solutions, hein. On a les blocs de compétences, ça peut être des unités qui répondent pas tout à fait à la même définition que nous, où on a vraiment quelque chose qui est très proche du marché de l'emploi et de la possibilité d'exercer une partie d'une qualification de manière autonome, hein. C'est un petit peu notre définition des blocs de compétences, mais effectivement, la tendance actuelle, c'est la modularisation avec une possibilité de pouvoir attester à la fin de cette modularisation des compétences acquises. Alors, effectivement, les micro-certificats, il ne faut pas l'oublier que les micro-certificats, en réalité, c'est partie de l'enseignement supérieur. Qui s'est aperçu que peut-être les modules qui étaient en place pour l'enseignement supérieur étaient trop lourds, et donc qui a lancé, là je parle de ce qui est en train de se discuter au niveau européen actuellement, qui fera l'objet d'une recommandation. Donc l'enseignement supérieur a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un certain nombre de choses un petit peu plus adaptées au marché de l'emploi? Et effectivement, ça fait un petit peu boule de neige. La direction générale en charge de l'emploi a travaillé là-dessus. Et on en est maintenant à la discussion d'une recommandation. Donc, c'est un petit peu compliqué de parler de quelque chose qui est en cours. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on est passé quand même, la version qui est discutée, on est passé de quelque chose qui était assez universitaire, qui était de se baser sur une formation courte, à un concept qui serait, on passe à des certifications qui attestent un apprentissage relativement court, ce qui laisse
qui laisse de la marge par rapport à ce qui était un petit peu prévu initialement, c'est-à-dire qu'on repartait sur la formation classique. Donc, c'est en cours de discussion, ça devrait sortir, je pense, un tout petit peu après la présidence française. Et nous, on est quand même pas mal armés avec nos blocs de compétences, ou alors lorsque ça a des répercussions, disons, beaucoup plus immédiates et courtes sur l'utilisation du répertoire spécifique en ce qui concerne la France. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que ça a à nouveau ici également apporté quelques éclairages. Je vais donc maintenant rendre la parole à Vincent pour la suite de ce webinaire. Merci. Oui, au revoir. Alors, je voulais reprendre quelques-unes des questions publiées sur le chat pour répondre à certaines questions. Alors, il y a une question sur la publication, la diffusion d'offres sur Europass. Réponse: quand on a un organisme de formation, vous ne pouvez pas directement publier votre offre de formation sur la plateforme Europass. En fait, ce sont les États membres qui organisent les flux d'informations sur l'offre de formation qui sont diffusés sur Europass. Et donc, sans entrer dans le détail des choses techniques, mais en France, on a à la fois l'offre de formation continue qui est collectée par le réseau des CARIF OREF, et l'offre de formation initiale connectée par l'ONICEP, qui sont moulinés, mis dans des tuyaux et branchés sur la plateforme. Et donc, chaque pays a fait des choix un peu différents, mais en tout cas, ce n'est pas une plateforme B2C, entre guillemets, de publication d'offres directement par les OF à destination du public final. Une autre question se pose sur des formations, soit sur des thématiques telles que les compétences transversales, soit pour des publics spécifiques comme les migrants. La réponse est bien entendu, il y a tout un ensemble de soutiens européens possibles qui s'incarnent. On va retrouver sur ces deux thématiques à la fois la production de référentiels de compétences, par exemple sur les compétences clés. L'Union européenne a développé et publié un référence pour les compétences clés qui se déclinent par grandes familles de compétences. Elle a décliné aussi, autre exemple, un référentiel sur les compétences numériques qui a donné en France la plateforme PIX, qui est une plateforme publique d'évaluation, de formation, de développement de ces compétences numériques. Et puis, bien entendu, l'Union européenne intervient à travers ses programmes et financements pour soutenir le développement de formation sur ces publics-là. Le FSE+ se destinera à des projets franco-français et donc va permettre de développer une offre de formation sur les compétences transversales ou destinées à un public migrant. Et d'autre part, le programme Erasmus+ va permettre de financer des projets transnationaux qui peuvent être des projets de coopération ou d'échange de pratiques. Donc, on retrouve toujours ces différents niveaux d'intervention de l'Union européenne. Enfin, quelques questions plus techniques étaient également posées sur la mobilité des apprentis. C'est un sujet sur lequel on reviendra lors de notre webinaire, puisque pour conclure, nous vous donnons rendez-vous fin juin, a priori à la date du 18 juin, mais qui reste à la date du 28 juin, mais qui reste à confirmer. Nous verrons avec des contributeurs, en particulier du ministère du Travail, quelles ont été les avancées de la présidence française de l'Union européenne sur les dossiers politiques en lien avec la formation professionnelle et en particulier avec cette question de la mobilité des apprentis. Donc, nous reviendrons sur ce sujet fin juin. Comme vous l'avez noté, nos sujets, en particulier sur ces questions de politique européenne, sont particulièrement
technique et mériterait de bien amples développements. Nous vous proposons un support qui est en téléchargement de ressources complémentaires qui vous permettra d'approfondir, si besoin, certains des sujets. Nous vous invitons également à réagir, garder le fil, garder le contact en nous envoyant éventuellement vos questions, d'autres réactions, en exprimant des besoins plus particuliers à l'adresse contact.europe@centre-info.fr. Et enfin, sur le support d'animation que vous trouvez en téléchargement sur Webikio, vous retrouverez en fin de support un ensemble de ressources publiées par Centre Info qui vous permettront de suivre l'actualité de l'information européenne sur notre site web, sur notre fil Twitter, et également qui vous donneront l'adresse de fiches pays sur l'enseignement et la formation professionnelle que nous venons de publier, que vous pourrez retrouver sur notre site web www.centre-info.fr, rubrique Europe. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci encore à nos deux intervenantes. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.